Chers amis, comment vous dire? Ah ben je vous salue tous déjà et toutes. Alors comment vous saluer? Ben voilà, de la manière le plus courtoisement possible. Et j'espère que vous allez bien. Pour moi ici tout va très bien. À Vitré on est très bien, il pleut. Ça change un petit peu des temps ordinaires. Enfin il pleut beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Non pas qu'il fasse s'y faire. Non, il faut pas s'y faire. Il faut pas se résigner ni s'adapter. Il faut simplement composer avec jour après jour en attendant des jours meilleurs. Je reviens, je fais une digression avant de continuer à vous parler des rois et qui plus est des Bourbons. D'ailleurs, la lignée des Bourbons en tant que telle est très courte, hein, vous verrez, elle n'est pas très longue. Bon. Euh, je voulais vous dire, il y a quelque chose, une réflexion ce matin qui m'est venue. Je ne sais, bon, ça y est, j'ai perdu le fil, mais ça me reviendra. Je n'ai pas le budget. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas le budget pour faire ceci, pour faire cela, pour amener un de mes parents, ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père ou mon oncle à l'hôpital, à la clinique, chez le dentiste, que sais-je. Je n'ai pas le budget. Bon, c'est précis. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est très précis. Quand on dit à quelqu'un je n'ai pas le budget, ça veut dire que, bon, j'ai les moyens, mais mon budget n'est pas assez élevé pour pouvoir me permettre certaines dépenses. C'est très prudent, c'est judicieux et c'est réservé qu'à une élite généralement de gens vraiment riches. Ce qu'on appelle riches d'intelligence, hein, bien sûr. Il n'y a pas que de l'argent. La richesse, c'est aussi l'intellect et beaucoup le cerveau, hein. Par contre, je ne peux rien faire. Alors, je ne peux rien faire déjà, c'est à la fois très vaste et en même temps c'est très négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, ta, 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 ta. Je n'ai rien, finalement, je n'ai rien. Voilà, je ne peux rien faire, je peux rien, je n'y peux rien. Ah ben si, on peut toujours faire quelque chose. Seulement, il faut avoir l'imagination au travail, quoi. Il faut réfléchir. Alors, je n'ai pas le budget, c'est déjà plus précis. Ça veut dire que je suis en voie d'ascension financière, mais je n'ai pas encore le budget, ça veut dire que je n'ai pas encore le budget pour pouvoir établir un plan d'action en bourse ou je ne sais pas quoi, moi, comme je vous l'ai dit, amener un parent chez son médecin. Bon, maintenant, je vous rappelle, chers amis, pour les nouveaux et les nouvelles, que je salue bien chaleureusement, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air ou en bas, de préférence en l'air, bien sûr, ça va de soi. Et likez, n'ayez pas peur, partagez et abonnez-vous et activez la clochette enfin pour recevoir en premier les vidéos. Alors, nous allons passer à la suite des princes du pays franc ou des pays des francs, Henri IV. Alors Henri IV dit le grand ou le vert galant parce qu'il était très galant, hein, il avait ses mignons, des petits jeunes, hein, on va dire. Bon, je pense à rien de mal, mais bon, à vous de vous faire une idée. Et ensuite, bah, il était vert galant parce qu'il aimait les femmes, hein, il aimait beaucoup les femmes. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors, Henri IV dit le Grand ou le vert galant ou encore le bon roi Henri, né sous le nom d'Henri de Bourbon le 13 décembre 1553 à Pau et mort assassiné le 14 mai 1610 à Paris et roi de Navarre à partir du 8 juin 1572 sous le nom d'Henri III et roi du pays des fromages. Voilà pour la, voilà pour l'anecdote. Descendant de Robert de Clermont, le dernier fils de Louis IX, roi de Navarre depuis 1572, il devient bon roi du pays des fromages, je l'ai dit. 2 août 1589, à la mort de son beau-frère et cousin issu de Germain Henri III, qui l'a désigné comme successeur. Il abjure le protestantisme pour être sacré à Chartres. Le 27 février 1594, il est assassiné, bon, ben, par François Ravaillac, hein, comme vous le savez, au mois de mai 1610. Oh, le gredin. Il a assassiné le bon roi. Alors évidemment, c'était en pleine guerre de religion, comme je vous l'ai dit. Ravaillac était sûrement envoyé par les protestants, on suppose, hein, on ne peut pas dire que. D'ailleurs, on va voir qui était Ravaillac, hein, après tout, voilà.
est un régicide français. Bon, ben ça d'accord, on avait compris. On a compris. Esprit tourmenté, levé, oui, oh, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours, ils sont fous, ils sont pas bien, ils sont malades. Oui, bon, un esprit troublé. Bon, ça, je suis pas très certain de tout ça, mais bon, vous savez, c'est la version officielle, on va dire. Bon, allez, on revient en arrière. On va pas perdre son temps avec ce régicide. Alors voilà Henri IV, donc comment nous le voyons. Nous le voyons comme le roi galant, l'amuseur, quoi. Il s'amusait beaucoup, hein. Voilà. Alors nous allons au suivant, chers amis. Louis XIII. Ah, c'est Louis XIII qui a inventé l'État, excusez-moi. C'est Louis XIII et non pas Louis IX, comme je l'ai dit un petit peu avant. Louis XIII dit le Ah non, 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 si, c'était Louis XI qui a inventé l'État, qui a formé l'État du pays des fromages. Et Louis XIII est le juste, enfin le roi, qui donnera naissance à Louis XIV, dont nous reparlerons plus tard. D'ailleurs, tout à l'heure, là, on va y arriver. Dit le juste, il est né le 27 septembre 1601, il est mort le 14 mai, pardon, 1643, excusez-moi. Oh, décidément, j'ai tendance à... Alors, que dire de ce roi? Alors, fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, la bonne italienne devenue française. Né le 27, bon, je l'ai dit, hein, au château de Fontainebleau, et mort au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, et roi du pays des fromages et de Navarre de 1610 à 1643. Il a vécu 33 ans, hein. C'est pas énorme, hein. Descendant de Robert de Clermont. Ah tiens, mais qui était Robert de Clermont? Né vers 1256 et mort le 7 février 1317, et comte de Clermont, seigneur de Saint-Just et de Creil, chambrier de France, connu sous le nom de Robert de Clermont, sixième et dernier fils du roi du pays du fromage de Saint-Louis, et de Marguerite de Provence. Il est comte de Clermont. Bon d'accord, ben, c'est bien, ma foi. Voilà, bon ben voilà, pour ce qui est de Louis XIII, je ne peux pas vous en dire plus. Fils aîné d'Henri IV et de Marie de Médicis, bon ça je l'ai dit, il succède à son père à l'âge de 9 ans, hop, placé sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité, autour de 14-15 ans, hein, comme je l'ai dit. Il est sacré à Reims le 17 octobre 1610, mort de la maladie de Crohn. Alors je ne sais pas ce que c'est que la maladie de Crohn, hein, est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, d'accord, MICI, MICI, qui peut atteindre toute partie de l'appareil digestif et éventuellement la peau, les articulations et les yeux. De cause inconnue, cette maladie est caractérisée par une inflammation le plus souvent retrouvée. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, qui serait d'origine multifactorielle, faisant intervenir entre autres une composante génétique et le microbiome. Il s'agit d'une maladie chronique évoluant typiquement par poussée espacée par des phases dites de rémission asymptomatique. Les signes digestifs sont le plus souvent type de diarrhée, de douleurs abdominales et de lésions pour oui, bon, on s'arrêtera pas là, s'il vous plaît, excusez-moi, mais... Donc voilà Louis XIII, on en a un peu parlé. Bon, maintenant Louis XIV. Alors, Louis XIV, un petit mot de Louis XIV. Il mettra fin au dernier druide, enfin au dernier, officiellement du moins, au dernier druide et au dernier bâtisseur odinique, qui ont fait, comme vous le savez, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims, je l'ai dit plusieurs fois, de Chartres, voilà, où là vous avez des signes odiniques. Bon, sous Louis XIV, ben, ces maçons, ces francs-maçons peut-être, hein, de l'époque, ont pris fin. Voilà, ont pris fin. Et Louis XIV mettra fin aussi
à l'édit de Nantes concernant la trêve avec les protestants qui chassera du royaume et qui se réfugieront, où ça? Au pays des Angles, donc en Angleterre, où ils formeront la première résistance des Illuminati, avec, oh, je ne sais plus le nom, mais enfin bon, et puis de la première loge maçonnique, mais de la nouvelle franc-maçonnerie, et non plus celle des bâtisseurs, vous comprendrez pourquoi. Alors, un mot encore sur Louis XIV, il met fin donc à l'édit de Nantes, bon ça vous le savez, avant de parler de lui, hein, avant de parler de sa biographie. Donc Louis XIV met fin à l'édit de Nantes, comme je l'ai dit, il chasse les protestants du royaume du pays du fromage, qui vont se réfugier un peu partout, hein, dans les Pays-Bas, l'Angleterre essentiellement, où ils formeront la première loge maçonnique, et les Illuminati avec Winshout, ça y est, Winshout, je ne sais plus comment il s'appelle, Winshout, qui est le fondateur, formé par les jésuites, mais d'origine, voilà, voilà, bon. Allez, donc Louis XIV commencera une guerre à distance par royaume interposé. D'ailleurs, cette guerre viendra, plus exactement, cette guerre, on va dire, par, on appelait ça des libelles à l'époque, vous savez, des écrits sur la reine Marie-Antoinette. Bon, on y reviendra plus tard. Mais déjà commencent les bruits. Après son règne, Louis XIV viendra Louis XV, où là, les philosophes des Lumières, Diderot, pas Robespierre, que je raconte moi, Rousseau, un Suisse, hein, qui est un Suisse bien sûr, et puis Voltaire bien sûr. Voltaire, mais ça c'est sous Louis XV. Louis XV, on en reparlera. Mais Louis XIV déjà se sépare du peuple en quittant Paris et allant se réfugier dans son nouveau château construit par le nôtre, notamment à Versailles, ce qui mettra le peuple de Paris en colère, bien entendu, et c'est les débuts des révoltes. Enfin, il y en a eu d'autres au XVIe siècle, mais là, ça prendra un peu plus d'ampleur, mais Louis XIV arrivera à mater ces rébellions. Ceci dit, il restera toujours quelque chose, vous comprendrez pourquoi. Ces révolutions, ces soulèvements du peuple parisien, n'étant plus content n'étant plus très heureux de ne plus avoir le roi qui faisait les écrouelles, touchait les pauvres et surtout les lépreux, vous voyez, les malades. Tout ça, ça a un sens pour le peuple parisien et même le peuple du royaume du pays du fromage, du peuple franc, donc ça avait un sens. Et là, Louis XIV met en quelque sorte un peu fin. Vous voyez, il met fin à toutes ces pratiques de ses prédécesseurs, dont Louis XIII, un roi très pieux, hein. C'est lui qui a fait d'ailleurs la promesse de la consécration pour les chrétiens à la Vierge Marie du royaume franc. Voilà, bon. Je ne vais pas dire le nom du pays, mais vous le connaissez. Bon, du pays des fromages, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est de Louis XIV. Alors, je vais un petit peu dire encore, là on fait sa biographie. Dit le Grand, alors Louis XIV, dit le Grand ou le roi Soleil, né le 5 septembre 1638 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, est mort le 1er septembre 1715 au château de Versailles. Est un roi du pays des fromages et de Navarre. Son règne s'étend du 14 mai 1643 sous la régence de sa mère, bien sûr. Alors, bien sûr, Louis XIV. Alors, 2, 3. Louis XIV, il est le fils aîné de Louis XIII, bien sûr, et d'Anne d'Autriche. Il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité en 1651. Il est né quand donc, comme je le dis, il est né en 1443, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. À l'âge de 13 ans, ah ben oui, c'est bien ça. Sacré à Reims le 7 juin 1654, mort de la gangrène. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent.
Alors, voilà comment est mort ce pauvre roi Louis XIV. Mais Louis XIV a eu un règne assez long, quelque part, on peut dire ça, hein, pour l'époque. Regardez son blason, vous voyez? Très beau, hein? Regardez, Saint-Michel, Saint-Gabriel ou le contraire, moi, je ne sais pas. Vous voyez un petit peu? Mais en même temps, il était le roi qui avait les symboles un petit peu, on va dire, maçonniques, mais de la nouvelle génération. Alors, je vous explique un petit peu rapidement. La loge maçonnique a toujours existé, enfin, elle existait depuis très 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 longtemps, bien avant les francs-maçons d'aujourd'hui, le GOF, la loge de France et tout ça. C'était une loge qui rassemblait les bâtisseurs, les maçons, quoi, on appelait ça les francs-maçons. Les maçons, mais authentiques, hein, des maçons qui taillaient la pierre, hein, attention, et qui ont édifié des basiliques, des cathédrales de haut prestige, que ce soit ici dans le royaume du pays des fromages ou dans d'autres pays peut-être, hein, je suppose en Italie particulièrement, notamment où il y a de très belles églises, de très beaux châteaux aussi, hein. Bon, la France c'est particulier au niveau des châteaux, mais ça bon. Alors voilà, mais voilà, c'était d'ailleurs, alors c'était la loge maçonnique. Alors, c'était une loge très chrétienne, n'est-ce pas? Les francs-maçons étaient très chrétiens. Quand on dit que c'est les chrétiens, ou le Vatican, ou l'Église si vous préférez, qui a, comment dire, qui a rejoint ou qui est rentré, qui a pénétré la franc-maçonnerie, mais les anti-révolutionnaires vous disent le contraire. La Tour du Pin, tous ces gens-là disent que c'est la franc-maçonnerie qui a pénétré l'Église du Vatican. C'est faux. C'est faux. Et archi faux. Et ça, encore une fois, allez voir sur Pagan TV, la chaîne d'Oleg de Normandie, allez voir ce qu'il dit là-dessus, dans ses anciennes vidéos, parce que bon, les dernières, je ne sais pas, mais les anciennes, il en parle beaucoup. Il donne des détails et puis d'historiens authentiques, quoi. Bref, enfin voilà. Voilà pour Louis XIV. Alors, Louis XIV, qui a mis fin à l'édit de Nantes, hein, donc qui a chassé. Alors, il n'a pas chassé seulement, si vous me permettez, il n'a pas chassé seulement les protestants, il a mis fin aussi, aïe aïe aïe, aux jésuites. Eh oui, il a mis fin à la domination des jésuites. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont disparaître, les jésuites. Ils seront rétablis bien plus tard. Et ça, nous en reparlerons. Les jésuites n'ont jamais vraiment quitté le royaume du pays des fromages. Vous voyez? Ils se sont tus, ils se sont... Bon, ils ont fait abdication devant Louis XIV, d'accord. Mais ils n'ont pas renoncé. Officiellement, ils ont renoncé. Mais officieusement, ils sont restés cachés pour pouvoir, en fait, faire leur menée, si vous voulez, mener leurs affaires. Et je vous rappelle, Oleg de Normandie en parle très bien, le symbole du jésuitisme, donc de Ignace de Loyola, qui est le fondateur de cette branche à côté du christianisme, si vous voulez, à côté du Vatican, mais enfin, qui a pénétré le Vatican, bien sûr, hein, évidemment. Il y a eu des papes jésuites, hein, évidemment. Le symbole, c'est un soleil noir. Vous voyez? Louis XIV, c'est le soleil brillant, le soleil de vie, si vous voulez, hein, vivant, festoyant, joyeuseté, alors bien sûr pour la cour, hein, et lui et la cour, hein. Le pauvre peuple à Paris ben, commençait à mourir de faim, parce que les guerres interminables de Louis XIV ne s'arrêtaient jamais pratiquement. Et le symbole des jésuites, c'est le soleil noir, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Vous voyez? Après, je vous dirai deux mots, mais bien plus tard, sur ce que je pense de certaines pratiques religieuses chrétiennes. Bon, enfin. Maintenant, passe alors. Attendez, j'ai dit quoi? Un, 2, 3. Passons au quatrième. Louis XV. Alors, Louis XV dit le bien-aimé. Oui, il partait beaucoup à la chasse à cour. Bon, c'est quelqu'un qui était très vivant aussi, qui profitait des faces de Versailles, évidemment, hein. De toute façon, les derniers rois, les trois, là, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Alors, Louis XIV, il a été longtemps dauphin. Et puis vous savez que Louis XIV, pour finir avec lui, il a adoubé Mazzarino, dont l'entourage de son royaume donc, n'acceptait pas facilement, même le Parlement de Paris n'acceptait pas facilement la naturalisation de Mazzarino et être le plus proche du roi du royaume franc. Vous voyez? Donc c'est Louis XIV qui a mis du poing sur la table pour donner à Mazarin
les lettres de noblesse qu'on on a connues de son côté. Bon, Mazarin comme Richelieu, je n'ai pas dit un mot sur Richelieu, mais j'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, Richelieu, c'était bien avant, c'était sous Louis XIII, hein, je rappelle, et non pas sous Louis XIV. Mazarin, donc, qui a remplacé le cardinal Richelieu pour les affaires du royaume, a mené vraiment beaucoup de noblesse musicale avec le grand musicologue de l'époque, oh, je ne sais plus, de Lully, Jean-Baptiste de Lully, hein, nous en parlerons plus tard. D'ailleurs, c'est vrai que Louis XIV avait donné à Jean-Baptiste Lully euh, tout le pouvoir qu'il avait pour composer ses musiques, pour la cour, hein, bien entendu. Et quand on dit que le roi danse, c'était bien Louis XIV qui dansait sur la musique de Jean-Baptiste Lully, avant celle de Rameau, bien sûr. Et que dire encore de Louis XIV? Eh bien voilà, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, je viens à Louis XV, dit le bien-aimé. Alors, Louis XV, c'est aussi le début des cahiers de doléances. On va en reparler dans un instant. Alors, Louis XIV, dit le bien-aimé, né le 15 février 1710 à Versailles et mort le 10 mai 1774 dans la même ville, et un roi de pays francs et de Navarre, membre de la maison de Bourbon. Il règne sur le royaume des Francs du 1er septembre 1715 à sa mort. Il est le seul roi de France. Mince alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ça y est, oui. Alors, sa mère Anne d'Autriche jusqu'en septembre 1751 à sa mort en 1715, son règne d'une durée de 72 ans. Ah oui, quand même, hein. Et l'un des plus longs de l'histoire d'Europe, et le plus long de l'histoire du pays fromage. Ah, c'est quand même lui qui a battu Louis XIV, son père. Il est surnommé Dieudonné, tiens. Ah bon, je reviens en arrière. Mais non, c'est Louis XIV que j'ai vu. Oh. Oui, c'est bien Louis XIV qui a le règne le plus long. Il est le seul roi du pays des fromages à naître et mourir au château de Versailles. Ah bon? Parce qu'il est mort où, Louis XIV? Tiens. Son règne d'une durée de 72 ans, d'accord. Oui, oui, c'est Dieudonné, c'est Louis XIV, pardon, oui. Voilà. Alors voilà Louis XV le bien-aimé, n'est-ce pas? Donc arrière-petit-fils de Louis XIV, arrière-petit-fils quand même, il lui succède sous le règne de Philippe d'Orléans, ah, neveu du roi défunt, jusqu'à sa majorité en 1723, sacré à Reims le 25 octobre 1722, mort de la variole. Ah bah oui, oui c'est vrai que lui, ouais, bon, les femmes et tout ça, mais bon, après je vais pas aller trop loin, mais bon. Alors attends, il est né en 1710 et euh, donc 13 ans, oui c'est ça. C'était à 13 ans que le prince, le dauphin, pouvait être majeur. D'accord. Voilà pour Louis XV. Alors, le cinquième, nous arrivons à ce pauvre roi, Louis XVI. Alors, Louis XVI, alors on va pas le lire ici parce que voilà, on va le lire là. Petit-fils de Louis XV, il est sacré à Reims le 11 juin 1775, devenu roi des, des Francs par la Constitution de 1791. 1791, il est suspendu par l'Assemblée nationale le 10 août 1792, puis déchu le 21 septembre par abolition de la monarchie et guillotiné le 21 janvier 1793. Les royalistes reconnaissent son fils comme son successeur sous le nom de Louis XVII, mais celui-ci n'est jamais sacré et meurt en prison. Alors là,
le 8 juin 1795. Là, c'est moins sûr. Bon, je vais en parler maintenant si vous voulez bien. Parce qu'en fait, le dauphin Louis XVII, alors certains l'appellent Nundorf, il aurait été extrait de la prison de la Cité, où il était enfermé avec, bien sûr, après le Louvre, son père Louis XVI et Marie-Antoinette, hein, la reine Marie-Antoinette. Les Nundorfistes disent que Louis XVII, pardon, il a été extradé ou extrait de sa prison discrètement par Simon. Ah, non, Simon, bon, on l'a payé pour qu'il se taise. Et certaines gardes ont été achetées. Bon, enfin, bon. Et il serait parti, je ne sais pas, en Pays-Bas ou en Allemagne. Et puis il serait mort, en fait, tout simplement d'un coup d'épée suite à un duel ailleurs que le royaume franc. Voilà, bon. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Si vous voulez faire une recherche sur Nundorf, je vous invite à regarder un site, je ne sais plus lequel, sur Louis XVII. Bon, bref. Alors, nous allons nous arrêter là. Enfin, non, je vais continuer à la convention, mais pour l'instant, Louis XVI, voilà, son règne a été suite à une éducation très, très, très religieuse et de manière très serrée, depuis très jeune. Et il a été influencé de manière telle qu'il n'osait pas même faire tirer sur ceux qui attaquaient les gardes suisses, sa propre garde. Vous vous rendez compte? Parce que s'il avait osé, s'il avait, comme son aïeul Louis XIV, tiré sur ceux qui voulaient en fait la révolution, quoi, ceux qui voulaient tuer, ceux qui ont tué d'ailleurs sous Louis XVI les gardes de Suisse, hein, toute la garde, s'il avait fait tirer sur ses adversaires, ses ennemis, mais il n'aurait jamais perdu le trône. Alors comment est née la révolution en France? Et là nous allons faire un briefing un petit peu là, avant de passer au... Bon, il y a la convention. Oh, ouais, bon, on y reviendra peut-être, j'y reviendrai une prochaine fois. Je vais m'arrêter là au Bourbon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, la révolution a eu lieu, je vous l'ai dit, suite à l'édit de Nantes que Louis XIV a signé, pardon, la fin de l'édit de Nantes, donc, qui a mis en ébullition les protestants. En partant en Angleterre, aux Pays-Bas, donc la Hollande d'aujourd'hui, hein, et dans d'autres pays, l'Allemagne, en Saxe hein, notamment, où le protestantisme régnait, et en Suisse, mais surtout en Allemagne et en Angleterre. De là a été forgé les loges maçonniques. Nouvelle version, nouvelle mouture, c'est-à-dire en prenant le pouvoir civique républicain, j'allais dire, ou pré-républicain, aller prendre le pouvoir dans les loges. Ces loges se sont transportées, où ça? Aux États-Unis, avec l'occupation des Anglais aux États-Unis, avant d'être chassés par l'armée du pays des fromages que Louis XVI a envoyé avec Lafayette, comme vous le savez, qui a coûté très cher dans la trésorerie du royaume. Alors c'est pour ça que là le peuple commençait vraiment à s'entraîner une famine. Voilà. Hein. Bref, autrement dit, cette révolution, elle est née en Angleterre. Déjà un siècle plus tôt, 1660, 1660, attendez, 1689, un siècle plus tôt, presque mois par mois, la révolution a eu lieu en Angleterre avec Cromwell. Alors je ne sais pas si c'est Thomas ou un autre, ou l'autre, mais c'est Cromwell qui a fait rapatrier en Angleterre d'Espagne le roi Jacques I ou II, qui l'a fait guillotiner et qui a proclamé la Chambre des Lords, on va dire, libérale, quoi, en quelque sorte, hein, républicaine peut-être, si vous voulez. Mais quand même, l'Angleterre tenait à son roi, ou à sa reine d'ailleurs. Et Cromwell acceptait, mais à condition que le roi accepte les nouvelles lois du Parlement, donc de la Chambre des Lords, dirigées par des hommes non pas monarchiques, non pas royalistes, même s'ils faisaient signer par le roi ou la reine les lois, mais il fallait que ce soit une chambre à part du royaume d'Angleterre. Et de là,
La monarchie anglaise a disparu avec la révolution de Cromwell. Si vous voulez des sources, écoutez, tapez Cromwell, essayez de chercher par vous-même. Je vous invite à faire le tour, ça en vaut la peine. Alors maintenant, nous allons bientôt arriver à la Convention. Les Bourbons prennent fin avec le roi Louis XVI. Donc la monarchie, bon ben voilà, hein, vous savez ce qu'il en est, prendra fin en 1793, je vous l'ai dit. Et de là, ben, il y aura l'Assemblée nationale et puis voilà, un directoire qui prendra enfin, la Première République qui va prendre prochainement la place de la monarchie. Et bien sûr, le roi est guillotiné, un peu plus tard c'est la reine. Et puis on dit que le dauphin, Louis XVII, bon, mort au temple. Oui, bon. Le temple, c'est à l'île de la Cité à Paris, hein, je vous rappelle. Voilà, chers amis, cette vidéo a été un peu plus longue que d'habitude parce que il y aura beaucoup à dire hein, sur la convention. Alors, je vais déjà jeter un coup d'œil. Oui, bon, ben ça, on y reviendra plus tard. Oui, voilà. Ok, pardon, chers amis. Voilà, je reviens là. Ben voilà, et sous un régime parlementaire. Je vais quand même regarder ça, c'est pas mal, hein. Oui, enfin, nous y reviendrons plus tard. Nous arrêtons là, chers amis, à 5 princes, à 5 rois des Bourbons qui a pris fin, comme vous le savez. Alors, tous ces rois, bien sûr, hein, les Valois, tout ça descendent des Capets, hein, de Hugues Capet Ier. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, chers amis, ben écoutez, faites-moi en part. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Alors, soyez heureux, bien sûr, je le répète souvent, en famille, entre amis, et puis avec vos proches, hein, bien sûr, en famille surtout, vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.